Professeur Augustin Mouessi, bonjour. Bonjour. Nous avons encore le plaisir de vous accueillir sur notre plateau. C'est au sujet de la prolongation, du renouvellement du mandat de la MONUSCO qui a été rendu public depuis environ quelques jours. Et ce renouvellement est intervenu dans un contexte où déjà en RDC, tout le monde attendait le départ de la force onusienne. Et vous, en tant qu'analyste en question de relations internationales, mais aussi en politique, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle qui est tombée? Oui, merci pour la question. Je voudrais d'abord dire que tout le monde n'attendait pas cela parce que, comme vous le savez, le gouvernement et la MONUSCO sont dans un processus de négociation pour obtenir le désencagement de la MONUSCO. Et normalement, en fonction de ce processus, ce n'est pas à la fin de cette année que la MONUSCO devrait partir. Alors, comment j'analyse en fait ces renouvellements? Bon, je lis ça en fait au contexte de sécurité qui continue à persister à l'est de la RDC, notamment la guerre du M23 et l'activisme de plusieurs groupes armés à l'est de la RDC. Et dans ces contextes, il faut aussi ajouter le processus de Nairobi, mais aussi le processus de Luanda, qui capitalise en fait une série d'actions de la communauté internationale visant à aider la RDC à pouvoir régler ses crises sécuritaires à l'est de la RDC. Et donc, au regard de tous ces éléments de l'environnement, il était, à mon avis, plus ou moins logique que la communauté se dise, bon, laissons encore la MONUSCO, quand bien même, évidemment, elle est contestée par une grande partie de la population. Laissons la MONUSCO pour qu'elle essaie d'appuyer un peu ce qui est en train de se passer dans la région, en vue de pouvoir solutionner ces crises sécuritaires qui sévissent à l'est de la RDC. Et professeur, en même temps, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, notamment durant cette année 2022 surtout, est-ce que c'était opportun, d'après vous? Évidemment, la question vaut la peine d'être posée parce que, comme vous le savez, effectivement, il y a eu beaucoup de contestations de la part des populations congolaises pour demander à la MONUSCO de partir. Même certains officiels, je cite par exemple le président du Sénat et bien d'autres qui avaient critiqué publiquement la MONUSCO. Et à la suite de ces manifestations, la MONUSCO a dû plier bagage même de certaines entités, de Butembo par exemple. Donc à la suite des violences qui ont émaillé effectivement les contestations contre la MONUSCO. Et donc, pour moi en fait, les renouvellements du mandat de la MONUSCO dans un environnement où elle est contestée par une grande partie de la population, je l'analyse un peu comme, je l'analyse ce renouvellement comme étant disons, une opportunité pour la MONUSCO de pouvoir corriger ces dysfonctionnements en appuyant, n'est-ce pas, convenablement les institutions congolaises, la RDC, parce que comme vous le savez, la nouvelle résolution insiste sur le fait que la MONUSCO doit protéger les civils, doit également appuyer le gouvernement congolais dans la réforme de son secteur de sécurité, mais également doit appuyer la RDC dans le programme de démobilisation des groupes armés. Et donc, je me dis, d'un côté, c'est une opportunité pour la MONUSCO de repenser ses stratégies, ses méthodes d'intervention, pour un peu être à la hauteur des attentes des populations congolaises qui voudraient bien être mieux sécurisées par l'État congolais, mais aussi par bénéficier de l'appui de la MONUSCO. Mais en même temps, c'est évidemment aussi une faiblesse, parce que c'est aussi une menace, je dirais, parce que on veut appuyer la MONUSCO, on veut appuyer la RDC dans un contexte évidemment où la population n'est pas du tout d'accord. Et donc ça peut créer encore des couacs parce que ce n'est pas la première fois que
les contingents de la MONUSCO, hein, ou même certains officiers de la MONUSCO ont eu du mal à se déplacer d'une région à une autre. D'ailleurs, je viens d'apprendre il y a 2 jours qu'il y a eu des contestations au niveau du territoire de Rutshuru, où on ne veut plus voir les agents de la MONUSCO, les contingents de la MONUSCO. Et donc c'est aussi une menace, à mon avis, qui va peser quand même sur l'action de la MONUSCO. Et donc, il va falloir qu'à part justement ces missions qu'on a assignées, n'est-ce pas, à la MONUSCO, les 3 missions auxquelles je viens de faire allusion, que la MONUSCO travaille également pour essayer d'expliquer davantage ce qu'elle fait à la population congolaise. Faute de quoi, il n'y a pas une bonne communication, quant à ça, ou alors s'il n'y a pas de bonnes relations publiques, hein, que la MONUSCO mettra en œuvre, il y aura toujours effectivement des contestations qui pourront à un moment donné peut-être paralyser même l'action de la MONUSCO et ne pas la rendre efficace au regard des missions qu'on vient de lui assigner. Voilà, si vous estimez que c'est une menace, est-ce qu'il y a une possibilité d'atténuer ça, les risques de cette menace-là? Oui, justement, la possibilité, c'est à cela que ce dont je viens de parler, notamment, il faudra que la MONUSCO communique suffisamment, renoue et partenariat avec l'État congolais, mais aussi les autorités, disons la population civile. Parce que lorsqu'on a vu un moment, lorsqu'il y avait des manifestations, moi j'étais à Goma à ce moment-là, on a vu des images où même les policiers congolais avaient presque encouragé, certains avaient encouragé aussi, hein, n'est-ce pas, le vol ou des actes de vandalisme contre les bureaux de la MONUSCO. Et donc il faut absolument que la MONUSCO corrige justement à travers un partenariat nécessaire qui repose sur une information régulière sur ce qu'elle est en train de faire, parce qu'on a toujours dit que si vous faites quelque chose sans moi, hein, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un sans lui, à ce moment-là, il ne se sent pas concerné. Donc, et là, je fais allusion justement aux relations civiles à MONUSCO qui doivent en fait beaucoup travailler, et même aussi au département de communication publique. Hein, ces départements-là doivent travailler beaucoup pour que la population soit régulièrement informée, tenue au courant des interventions de la MONUSCO, mais également, il ne s'agira pas d'une communication dans ce sens, mais il faudra aussi à ce moment profiter de l'occasion pour recueillir les feedbacks auprès de la population, les désirateurs de la population, pour qu'effectivement la MONUSCO les intègre dans, n'est-ce pas, ses actions. Faute de cette interaction, il va être difficile effectivement à la MONUSCO de travailler et de travailler à la satisfaction des citoyens congolais qui ont déjà une image, je dirais, péjorative vis-à-vis des actions de la MONUSCO, qui n'a pas réussi en fait pendant plus de 20 ans à pouvoir protéger correctement les civils, même si évidemment la MONUSCO vient en appui au gouvernement congolais en fait. Voilà, dans les nouveaux termes des contrats du renouvellement du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité a insisté sur le fait que la MONUSCO devrait aussi appuyer les forces armées dans ces missions régaliennes de protéger la population. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes les déclarations que Antonio Guterres avait fait et que la MONUSCO avait elle-même reconnu, cette mission sera possible, cette collaboration pour l'éradication notamment des groupes armés? Bon, je pense que la MONUSCO va effectivement essayer de tenter de collaborer toujours avec les FARDC, mais il ne faut pas oublier que tout en collaborant, et encore qu'elle collabore d'une certaine manière, elle va essayer de tenter aussi de soutenir pratiquement le processus de négociation, le processus de Nairobi, pourquoi pas de Luanda aussi. Déjà, il faut dire que lorsqu'on a mené dernièrement Nairobi, les activités de Nairobi 3, la MONUSCO était présente, elle a même facilité le transport aux différents représentants des groupes armés, des sociétés civiles aussi. Et donc je suis tenté de dire qu'elle va jouer sur des facettes ou des côtés. Elle va essayer peut-être d'appuyer les FARDC, ne fût-ce qu'en déplaçant peut-être les blessés ou en moyen logistique, mais en même temps,
elle pourra aussi faciliter, n'est-ce pas, les pourparlers, hein, essayer d'appuyer en logistique, n'est-ce pas, les pourparlers, qui devront en fait normalement avoir lieu selon les calendriers qui avaient été publiés, qui devront avoir lieu cette fois-ci au Congo, notamment à Goma, à Bukavu et à Bunia aussi. Et à cette approche des élections à RDC, peut-on dire que aussi ce renouvellement des contrats, c'est une nouvelle salutaire pour les Congolais? Bon, quelque part, oui, parce que certainement que la MONUSCO ne va pas rester indifférente vis-à-vis du processus électoral, comme elle a toujours fait. Donc, c'est sûr qu'elle pourra appuyer le processus électoral, notamment en essayant de financer des formations, des capacitations des acteurs, que ce soit les acteurs de la CENI, que ce soit n'est-ce pas, les partis politiques, et donc les acteurs de la société civile, les médias, et donc les parties prenantes certainement seront dans les viseurs des actions n'est-ce pas, de la MONUSCO quant à ça, mais également parce qu'il n'y a pas en fait de paix sans créer les conditions de paix. Et donc certainement qu'il y aura des TDR qui seront faits quant à ça, et à part cet appui, n'est-ce pas, en termes de renforcement des capacités, il y aura certainement un appui aussi en logistique, parce qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, déplacer des équipements dans des zones parfois où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'axe routier, et ainsi de suite, et même de moyens de communication. Et à ce moment-là, la MONUSCO pourra peut-être intervenir en déployant, n'est-ce pas, les matériels électoraux par l'étouffement de ces avions et d'autres moyens également. Et professeur, un deuxième sujet peut-être dont on peut parler ici en parallèle avec celui-ci, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé aussi des lois et cette nouvelle est tombée. Est-ce que vous pensez que c'est une faveur que cet organe cherche à faire à RDC ou bien c'est un droit? Bon, je ne vois pas ça comme une faveur, mais je crois plutôt que c'est le résultat d'un travail que la RDC a mené sur les plans, n'est-ce pas, diplomatiques. La RDC n'avait jamais cessé justement de dénoncer ces maintiens de cette mesure de ces régimes de déclaration préalables, n'est-ce pas, qui devaient être faits par des fournisseurs d'armes, donc qui obligeaient en fait les fournisseurs à pouvoir donner le rapport, la liste d'armes commandées par la RDC. Bon, et donc la RDC a beaucoup de travail, a mené beaucoup de plaidoyers quant à ça, et cela a réussi, mais à mon avis, cela ne suffit pas encore, parce que une chose, c'est de pouvoir lever les régimes d'un parcours, mais une autre chose, c'est de voir effectivement les autorités de la RDC capitaliser effectivement cette levée, n'est-ce pas, la levée de cette mesure, et capitaliser cette mesure, ça veut dire effectivement déverrouiller en fait tout ce qui a toujours bloqué, les obstacles qui ont toujours bloqué la RDC à pouvoir véritablement acquérir des armes pour faire face justement aux nombreux groupes armés. Mais aussi cela passe par effectivement la mobilisation des ressources financières, parce que les armes, ça se paye, mais en fait ça passe aussi par un véritable contrôle de la traçabilité des armes, parce que si le Conseil de sécurité avait demandé avait imposé ces régimes de notification à la RDC, c'est parce qu'on soupçonnait effectivement que certains officiers congolais se livraient à des trafics d'armes avec des groupes armés. Et on en avait attrapé à Béni il y a je crois, une année, où effectivement des officiers congolais, en collaboration avec des agents de l'ICCN, avaient été, n'est-ce pas, inculpés pour avoir effectivement vendu des armes. Et donc, on peut se poser la question de savoir quels sont les mécanismes que la RDC mettra en œuvre pour éviter cette fois-ci que les armes qui seront payées ne soient livrées aux groupes armés. Dernièrement, j'ai suivi l'interview d'un officier ougandais qui semblait dénoncer le fait qu'il y aurait apparemment une collaboration entre certains officiers congolais et certains combattants ADF. Donc, ce sont des situations qui méritent en tout cas des interrogations.
Mais aussi cette résolution, lorsqu'elle dit que les groupes armés n'ont pas toujours le droit d'acquérir des armes, mais là aussi, on ne sait pas quel mécanisme le Conseil de sécurité mettra en place pour empêcher que les groupes armés puissent avoir des armes. Parce que les sources d'approvisionnement en armes, en armes et en munitions, les groupes armés, ce sont les pays voisins de la RDC. L'Ouganda, le Rwanda, ça passe par là, pour ne citer que cela, que en ce qui concerne reste ici. Mais aussi, ça peut provenir aussi de certains officiers congolais, comme je venais de le dire. Et donc, voilà un peu la problématique autour de cette question qui avait été, c'est vrai, c'était réel, il fallait que la RDC puisse obtenir la levée, mais alors il faudrait que la RDC prouve que ça n'a pas été faux fuyant, quoi. Que désormais, alors, les choses seront correctement faites, même s'il faut dire aussi que pour sécuriser reste, ce n'est pas seulement une mesure du Conseil de sécurité qui changerait automatiquement la situation, parce que les problèmes sont assez complexes qu'on ne les pense. Professeur Augustin Mouessi, Moto TV vous dit merci d'avoir répondu à ces questions. C'est moi qui vous remercie aussi. Oui.